En 1968, dans les Bouches-du-Rhône, les cheminots sont au nombre de 10 000, dont plus de 5 000 rien qu'à Marseille. La CGT y est très largement majoritaire, une corporation qui compte socialement. Ils ont joué un rôle extrêmement important, les cheminots, très 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 important. Dans le volume de leurs grèves, parce que c'était pas des petites grèves, c'était, je crois, ça tient au fait, là encore, on touche à la force de la CGT. C'est une des corporations qui a une identité forte et une image forte aussi dans le pays, qui s'est construit à travers les grèves, mais aussi à travers ce sentiment de participer à un service public. Une corporation qui subit aussi les effets de la modernisation liée au développement du pays, et notamment à l'électrification des lignes. Dans les ateliers de la Blancarde ou du Prado, mais aussi dans les gares de Saint-Charles, à la gare maritime, à Arinques, au Canet, au dépôt de Miramas, d'Arles, les cheminots assistent à des restructurations importantes. 4000 emplois sont dans le collimateur de la direction SNCF. 68, c'est aussi un tournant pour la région. C'est l'époque où on a commencé à électrifier Marseille-Vintimille. Et l'électrification de Marseille-Vintimille s'est déroulée grosso modo de 1964 à 1968. Donc, ce qui veut dire que par rapport aux emplois, et en particulier aux emplois des ateliers Marseille-Prado et Marseille-Blancarde, on perdait les machines vapeur, surtout à Blancarde, et on passait avec du matériel électrique. Matériel électrique qui demande beaucoup moins de monde pour l'entretien. On a eu une diminution très importante de l'effectif. Et je dirais même au niveau des mécanos, quoi, puisque 68, c'est aussi l'année où le gouvernement a passé le décret qui permettait la conduite à agent seul. Baisse sensible des effectifs doublée d'un vrai mal-être des cheminots, et notamment des jeunes entrés en masse, et qui, malgré l'amour du métier et une formation de très haut niveau, voient leur fiche de paie bien maigrichonne. Le salaire à Prado, c'était, je crois, 600 francs. Moi qui suis sorti d'un centre d'apprentissage électrique, la signalisation électrique, notre salaire était... dans le privé, on aurait touché facilement 1,5 à 2 fois le salaire qu'on avait à la SNCF. Je suis arrivé à la SNCF à 500 francs par mois, quoi. C'était différent, quoi. C'est un petit peu plus, quoi. J'arrivais pas aux 600, de toute façon, voilà. On était assez mal payés, oui. C'était des salaires très bas. Très bas. On avait quelques garanties. Avec des horaires à rallonge, où les 40 heures sont depuis bien longtemps oubliées. Tous les samedis matins, on travaillait. Quand on posait un congé le samedi matin, on nous retenait un jour. Alors, ces conditions de travail, c'était des morceaux de travail, mais morcelés. On pouvait faire jusqu'à 13 heures de travail avec 2 coupures, mais y compris une coupure de nuit. Ce qui faisait des conditions de travail, notamment c'était la vapeur à l'époque, qui était extrêmement difficile. Les horaires, c'était 7h midi et 1h30, je crois, 5h, 17h. Avec le travail samedi matin, à l'époque, on faisait 48 heures par semaine. Hein. Et là, on avait un dimanche toutes les 7 semaines, c'est pareil, on tournait en 7 jours, hein. 7 jours avec une alternance. Et on finissait donc la nuit. Le lendemain, on avait la descente de nuit. Et on reprenait le jour suivant, on reprenait les après-midi. C'était le cycle. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que quand il y avait les périodes de fête ou autre, tantôt moi j'arrivais, les gens partaient, et tantôt je partais, eux arrivaient. Après, ils étaient quand même obligés, une fois dans le mois, de te donner un dimanche, quoi. Hein, ça a l'air de rien, mais c'est quand même important, quoi. Hein. Ou à l'après-midi, c'était le plus terrible d'ailleurs. De partir de la maison un dimanche après-midi quand il y avait un anniversaire, etc., c'était difficile. Voilà. Et surtout, pour une jeunesse éprise de liberté et formée pendant 3 ans à un vrai métier, une ambiance de travail très militarisée, voire rabaissante.
C'était l'armée avant l'armée, hein. Les jeunes quand ils arrivaient, qui se retrouvaient au milieu. Alors c'était sécurisant d'une certaine façon parce qu'on avait des cadres précis, hein. On avait une société qui assurait à ses employés le logement. Il y avait des coopératives, il y avait tout un système, disons paternaliste, hein, et l'idée que la SNCF c'était une famille, etc. Donc au nom de ça, on passait sur le reste, les salaires finalement. À l'époque, c'était la pointeuse, c'était la hiérarchie qui nous mettait un peu sous pression, hein, c'était ça à l'époque. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement de révolte de la jeunesse. Hein. C'était en janvier 68. Ils m'ont détaché du dépôt pour nous transférer à l'exploitation à Saint-Charles. Alors là, c'était rigolo parce que nous, on était au PFL, c'était un grade qu'on avait dans les ateliers, et on nous bascule à la gare à Saint-Charles pour pousser une brouette avec un colis dessus, pour mettre ce colis dans un wagon qui était destiné partout en France. Il y avait plusieurs wagons sur les quais, en gare, et on a poussé une brouette. On était à l'échelle 5. Ça s'appelait comme ça à l'époque, et c'était des gars de l'échelle 2 qui nous commandaient pour nous dire va amener ce colis à tel endroit. Donc, nous, on avait les bouts, je te dis pas, comme on était, quoi. Alors, on s'est un peu révolté. Moi, ça a été mon premier cas de révolte, hein, disons. J'étais syndiqué, mais enfin. Donc, j'ai commencé un peu à discuter avec les copains, tout ça. Et on a mené une sacrée bagarre. Mais il y avait rien à faire, ils nous ont gardés là. Je me rappelle, mais j'étais même à aller voir Toubi pour lui dire je peux plus faire ça, ça me mettait dans un état. Et Toubi, il m'arrête, il me met une semaine. Il m'arrête une semaine. Et je vais en rendre compte au chef je me rappelle pas comment il s'appelait, au chef de gare. Et je lui ai dit, je me suis mis en maladie parce que je supporte plus, j'y suis allé franchement, hein, je supporte plus de faire ça, c'est pas mon boulot. J'ai fait 3 ans d'apprentissage, on m'a appris à limer au centième de millimètre, et je me retrouve à pousser une brouette avec un colis sur la brouette. Moi, ça me convient pas. Il me dit, écoutez, moi, vous êtes en maladie. Et pour la reprise, je me suis fait mettre en service doux. Parce que je voulais pas rester à la maison quand même. Ça m'emmerdait parce que les copains, je les avais un peu montés. Et je me suis fait mettre en service doux. Et je vais le revoir pour lui dire, voilà, je suis en service doux. Je me dis, vous êtes en service doux, on va vous donner une pince, une longue pince comme ça, un petit seau, et vous ramassez tous les papiers qu'il y a sur les voies en gare. Oh putain, la honte de ma vie, excusez-moi l'expression, ramasser les papiers en gare. J'ai ramassé les papiers en gare. Mais alors, Toby, je veux plus être en service doux, je veux pas de travail normalement. Comme d'autres, on avait 3 ans d'apprentissage à la faculté de la rue Bénédicte qui est en face, là. On sort avec un CAP. Et puis on se retrouve à l'atelier. Alors on nous avait dit pendant 3 ans qu'on était des futurs cadres de la SNCF, des futurs dirigeants, etc., etc., quoi. Et on arrive à l'atelier. Alain, il pouvait la pousser des brouettes. Moi, on me donne un seau, une échelle double, une éponge et un chiffon pour faire tous les lustres de l'atelier. Premier contact avec le monde du travail dans ces conditions-là. Ben, ça commence bien. C'était l'armée, hein. On avait les 2 portails qui se fermaient, le gardien appuyait sur le bouton, c'était l'électricité, c'était fermé, il fallait laisser passer pour aller on appelait ça le PE, pour aller à la mécanique générale, pour traverser la rue, il fallait laisser passer. Et tout était consigné dans un cahier par les gardiens. Donc il y avait une impression d'être pas en prison, hein, mais d'être bien tenu, quoi. Quand même, quand les camarades ont dit, c'était un commandement de type militaire à l'atelier. Il y avait le chef d'atelier qui faisait la tournée avec ses adjoints et tout le monde se mettait à se cacher comme si on était à l'armée. Et ma première révolte qui a suivi ces événements, c'est qu'un jour j'ai contesté la directive du chef d'équipe. Je lui ai dit non, je suis pas d'accord avec ça, je le fais pas. Donc renvoi devant le contremaître, et le contremaître me dit tout de go, à côté de votre chef d'équipe, vous êtes un gringalet, et moi je vous donne l'ordre de faire ce travail.
pour dire un peu quel était l'état d'esprit. Conditions de travail, salaire en berne, besoin d'être reconnu, mais 68 est aussi le résultat d'une très forte mobilisation sociale. N'oublions pas que l'année 1967 est l'année qui comptabilise le plus de journées de grève depuis l'avènement de la Ve République, soit 5,5 millions de journées chômées. Et les cheminots ne sont pas en reste. Il faut revenir sur l'année 67, qui est une année de lutte interprofessionnelle nationale, et on se heurte à un gouvernement qui reste, qui reste étranger à toutes ces revendications. Il y avait une vraie colère, oui. Ah oui, on sentait que ça montait de plus en plus dans le pays. Et pas que chez les cheminots, hein. Ça a commencé, donc, les grèves en 67, novembre, décembre, là, on a commencé à faire quelques grèves, qui étaient pas suivies, c'était des petites grèves, mais ça marquait déjà l'esprit. Moi, quand on dit que le mouvement de mai 68, c'est les étudiants, etc., nous, on a bien commencé bien avant mai 68. Surtout, il y avait la liberté syndicale, puisqu'on n'avait pas les sections syndicales, on n'avait pas le droit de distribuer les tracts, mais on le prenait quand même, mais enfin, officiellement, on n'avait pas assez de droits. Et puis, il y avait la question des salaires aussi, hein, et puis le temps de travail, on voulait nous laisser les 40 heures en 5x8. C'était une revendication. À l'époque, on parlait beaucoup de la guerre au Vietnam. Hein. C'était bien l'époque. Les réunions dans les ateliers se faisaient de plus en plus pressantes. Hein. Donc, je me rappelle quand Otto sifflait le rassemblement, ça assemblait et ça parlait donc de la grève, de politique, ça parlait un peu de tout, quoi. L'explosion se produit lorsque le gouvernement réprime avec une violence extrême les manifestations étudiantes au quartier latin. Nous sommes le vendredi 10 mai. Les images sont terribles et choquantes. Le mouvement ouvrier les reçoit comme un choc. Ce qui se dit entre nous, c'est que ça pourrait être nos enfants, quoi. Aujourd'hui, c'est les étudiants parisiens, demain, ça sera les nôtres. Et c'est inacceptable. Alors, il y a une accumulation de mécontentement due à toutes ces luttes. Il y a refus du gouvernement de négocier. La CGT et la CFDT, qui avaient prévu de manifester le 17 mai, avancent leur mot d'ordre de grève générale au lundi 13 mai. L'UNEF puis FO rejoignent le mouvement. La Canebière est envahie de dizaines de milliers de manifestants. Le soufflet ne retombera pas. Nous sommes retournés sur la Canebière que le 13 mai 1968. De Gaulle nous avait interdit toutes les manifestations sur la Canebière. Ce n'est que ce souffle de 1968 qui nous a poussé à dire on est interdit sur la Canebière, eh ben on y va. Et on y est allé. La manif du 13 mai, elle a été énorme, quoi. Ça a été une manif. On n'avait jamais vu ça, hein. Enfin, à Marseille, moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Quand il y avait une grande manifestation, si on voulait savoir si elle était réussie, à la fin de la manifestation, il fallait attendre s'il arrivait de faire. Son chauffeur l'a mené à la tête de la manifestation, et il finissait la manifestation en mai 68, il est venu devant la bourse à la place de la bourse, à la bas de la Canebière, il est arrivé, il s'est mis en tête de la manifestation, il a manifesté avec nous, voilà. Mais alors, comment rebondir? Les discussions sont nombreuses dans les établissements, d'autant qu'un peu partout en France, des usines se mettent en grève avec occupation. Le 16 mai, un tract des cheminots de Marseille appelle dans l'unité à continuer et à amplifier la mobilisation sociale. Le mot d'ordre a été entendu. Ils vont y aller et puis sur place haranguer les syndicalistes et la grève se déclare ainsi comme ça, sur le tas, et il n'y a pas besoin, on contourne la question du préavis. Et donc ça va marcher. C'est un vendredi après-midi, donc fin de semaine, travail le samedi matin, mais bon, c'est une fin de semaine pour nous. On se réunit à quelques militants syndicaux et on décide de réunir le personnel et de proposer la grève à l'occupation. Bon, forme d'action unique, jamais connue, pour nous tout au moins. C'était le vendredi, je crois, ou quelque chose comme ça. On a de suite fait un roulement en 3-8 et après le lundi matin, ça a été modifié, ça a été amplifié, mais je crois qu'on est resté une bonne partie de l'atelier, on a occupé le samedi. Et c'est surtout le lundi suivant où la grève est quasi générale et le trafic est arrêté à ce moment-là.
et ça va donner une impulsion considérable à tous les mouvements de grève. Ça va aller dans tous les sens, puisqu'on va voir des corporations, des métiers qui n'avaient jamais fait grève, qui à ce moment-là vont faire grève. Je pense que c'est un lundi matin. On arrive au Prado et Mimi nous a rassemblés, Mimi Vacade nous a rassemblés donc devant les ateliers, donc juste à l'entrée aux gardiennes. Et là d'un grave, il dit camarade, l'heure est grave. Et puis il continue, on connaît ça Mimi, il faut défendre son beefsteak, et puis il continue, il faut appeler un chat. Et là, donc, sur un seuil, à la fin, il décidait donc de partir en grève, d'occuper les lieux. Donc, on va déloger un peu les dirigeants et les non-grévistes. On fout tout le monde dehors, gentiment, mais on les fout dehors et on occupe les lieux. Voilà. On a fait un peu le tour de tous les chantiers avec les copains militaires et on a décidé de suite occupation. Et on a fermé les grilles du portail à Abeille. Maintenant, c'est libre l'entrée, mais avant, il y avait un grand portail. On a fermé les grilles là. Et on a monté les piquets de grève là, à partir de là, quoi. Et je reçois un coup de fil d'Avignon. Et le gars me dit, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, comment qu'est-ce que je fais? Nous, on est sac à terre, et toi? Et je vais au Telex, et au Telex, il y avait, ça se déroulait, il y avait, avec des petites lettres, il y avait CGT, sac à terre, arrêt de travail. Arrêt de travail, occupation, et pas de fin. Et donc, c'est à l'unanimité que les cheminots décident la grève avec occupation. La direction est très surprise parce qu'elle ne s'attend pas à cet arrêt de travail en fin de semaine. Et donc, on occupe les voies de sortie, et donc les machines ne peuvent plus sortir. Les roulants sont même surpris parce que leur syndicat n'appelle pas encore la grève. Ils le feront le lendemain matin, en rejoignant le mouvement et l'occupation de l'entreprise. Et le samedi matin, je vais pour ma matinée. Les grilles la grille de l'entrée d'Abeille fermée, donc les grilles baissées, et il y a qu'un petit portillon qui permettait l'accès. J'arrive au portillon et je vois un copain, il me dit, oh, on est en grève, c'est fermé, c'est fermé. Ah bon? Vous me connaissez. Ou tu rentres, tu es gréviste, ou tu rentres pas. Donc, bien sûr, je suis rentré, et puis de là, de fil en aiguille. Je me suis retrouvé le samedi soir à Nice, dans le dépôt. Là, le ménage avait été fait. Le ménage, ça veut dire chef d'établissement, tout l'encadrement, ils n'ont pas eu le temps de dire ouf, on m'a raconté, et hop, on les a envoyés chez eux. On y est tous. On y est tous. Là, j'avais changé d'affectation. J'étais dans l'équipe avec Michel Maurice, dans l'équipe des électriciens. On occupait la gare du Prado. Et là, on était dans une ambiance qui était, je dirais, festive. Politiquement, on sentait qu'il y avait besoin de faire bouger les choses. Alors, on est arrivé, ça c'est autre chose, c'est différent, mais bon. À 20h, ce vendredi 17 mai, la grève est effective dans tous les établissements de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Pour la première fois de leur histoire, les cheminots occupent leur lieu de travail. La grève avec occupation durera 19 jours. Il s'agit désormais de s'organiser. On fait une organisation 3-8 parce qu'il faut garder les ateliers, préserver les installations. Donc, bien qu'en étant jeune à l'époque, là on prend un peu plus conscience du mouvement. Donc, le mouvement s'organise et la grève démarre avec tous les matins son assemblée générale. On a fait bien passer piquets de grève parce qu'à plusieurs endroits, parce qu'on avait 3 entrées quand même, Blancarde, donc on a mis des piquets de grève à plusieurs endroits. Et c'était vraiment ce sentiment de compter, quoi, de s'exprimer, et l'occupation, ça a été des moments agréables. Quand la grève a été annoncée en 1968, il y avait le faisceau du Canet, de la gare du Canet, qui était plein de trains au départ et à l'arrivée. Chargé. Il faut savoir qu'on avait comme principal client les établissements Casino, qui avaient l'établissement juste en face de chez nous, avenue du Capitaine Gèze. Sur l'avenue du Capitaine Gèze, il y avait Renault Véhicules Industriels, un marchand de charbon, les huileries, les établissements Casino.
On avait un peu plus haut la Générale Sucrière à Saint-Louis, qui à vol d'oiseau était à 1 kilomètre, même pas. On était entouré d'usines. On avait la STEF au Canet, la STEF, le transport réfrigéré. Pour la gare du Canet, on a été obligé de réunir tous les camarades des différents services. Voies et bâtiments, matériel, l'exploitation, les plus nombreux. Et on a été obligé d'organiser des tours de garde, de jour comme de nuit. Personne ne rentrait, il n'y a que nous qui rentrions et qui faisions rentrer qui voulait rentrer, parce que, qui voulait rentrer. Qui on avait demandé de venir pour telle ou telle raison, parce qu'on a eu fait des activités, y compris pour occuper des grévistes. Bon, on a fait venir des activités extérieures à un certain moment. Conférences ou théâtre, un truc comme ça, à un certain moment, quoi. La clôture faisait le tour devant la station Bougainville de la gare. Vous vous rendez compte, capitaine Gèze Bougainville? C'était énorme comme truc. Il fallait voir le matériel qui avait entreposé dans cette gare le jour de la grève. On a eu une responsabilité énorme et on s'en est sorti avec les honneurs. Les agents de maîtrise et cadres qui étaient réticents d'ailleurs au départ de la grève avec occupation vont rejoindre le mouvement la deuxième semaine et vont participer à l'organisation de l'occupation en 3-8 parce que quand même c'est un dépôt qui a un territoire assez grand, qui va jusqu'à la gare de la Blancarde. Il fallait donc une organisation rigoureuse en 3-8. En 3-8, la plupart des cheminots couchaient sur place dans les chambres des agents de conduite. Et donc, on a, pour ce qui me concerne, j'ai jamais quitté le dépôt de toute la grève, quoi. Je suis pas rentré chez moi. L'occupation est donc actée. Les non-grévistes sont rentrés chez eux. C'est le début de la débrouille. Dormir, manger, sauvegarder les installations et le matériel, les cheminots ont de la ressource et s'adaptent vite à leurs nouvelles conditions. Il y avait un train à l'époque, le Mistral, il s'appelait, et ils avaient laissé une rame du Mistral. Et ben nous, les grévistes, on rentrait plus à la maison, on couchait dans la rame du Mistral. Tous les jours, on couchait sur une couchette du Mistral, on était bien, on couchait là. J'habitais rue Clovis-Hugues, le long de la gare Saint-Charles, la rue Clovis-Hugues. La rue Clovis-Hugues, il y avait à l'époque la manufacture des tabacs. Voilà, la CITA. Et là, il dit, tu te débrouilles, tu vas voir le syndicat, je sais que tu es bien avec eux, tu me règles ça. Il me faut en gare Saint-Charles 1, 2, 3 wagons usagés, vous démerdez, et qu'on puisse approvisionner les piquets de grève, les mecs qui fument, ils étaient gentils comme tout, et ils m'ont dit, mais tu veux des wagons, 4 tu veux, mais je peux pas, il faut traverser la rue. Et alors, on traverse la rue, et on mène ce qu'il faut. Donc on a eu 3-4 wagons pour les cigarettes. Et on avait les wagons-lits à côté. Wagon-lit, c'est un service qui est pas cheminot, mais qui travaillait avec le chemin de fer. Et nous, on bouffait tous les jours ce qu'ils avaient dans les frigos des wagons-lits, quoi. Les copains des wagons-lits, ils ont ouvert tout, et tous les jours, on mangeait comme ça, quoi. C'était super. Les wagons-lits qui ont jusqu'à épuisement des stocks ravitaillaient tous les piquets de grève de Marseille. Une tente avait été montée aux abeilles, et les délégations venaient se servir. Tout comme ce wagon de 15 tonnes de pommes de terre que son propriétaire voulait évacuer. Le comité de coordination de grève le réquisitionna et le paya au prix coûtant. Par sac de 30 kilos, les patates ont fait le bonheur des grévistes. Ce fut la journée des patates. Mais au tout début de la grève, ce qui inquiéta particulièrement les grévistes, c'était ce fameux train de pèlerins. Il me semble bien que c'était un train de pèlerins italien. Oui. Et c'est pour ça qu'il a été acheminé, parce que si ça avait été un train du diocèse de Marseille, comme ça se faisait, si on m'en occupait, le diocèse de Marseille, il serait pas parti. C'est un qui était en transit. Et qui a été acheminé par les copains qui étaient grévistes, alors je sais pas jusqu'où ils sont allés, jusqu'à Nîmes ou à Toulouse. Pour rafraîchir la mémoire de Robert, ce train arrivait effectivement d'Italie, mais avec une escale à Toulon et transportait des malades. Les cheminots ont mobilisé du personnel pour d'une part faire repartir les gens originaires du Var, et d'autre part les Italiens ont pu continuer leur voyage convoyés par des cheminots en grève. Mais un des événements qui a fait la une des journaux et a fait causer dans tout Marseille, et voire au-delà, ce sont les drôles de locataires
de la gare d'Arenc. Le couronnement de l'affaire, c'est que quand la grève a été prononcée, le faisceau d'Arenc était plein comme celui du Canet. On ne savait pas quoi faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 wagons de vaches à l'intérieur d'un train. Ouais. Et oui, on a été obligé de débarquer les vaches, de les mettre sous les hangars marchandises. Et grâce à des copains qui avaient un passé paysan, qui avaient le savoir-faire, on a été obligé de gérer tout ça, parce que le chef de gare, autant vous dire qu'il s'est déchargé de tout. Hein. Il a fallu s'en occuper. Et Agodi, il me dit, moi je vais pas, mais toi tu vas y aller. Hein. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, on a les propriétaires des vaches qui sont en bas à Arenc, et ils sont accompagnés de des mecs de la concurrence électrique, je sais pas quoi. Enfin, ouais, voilà. Et j'ai dit, oui, on y va. Mais débrouille-toi. J'y vais, et le mec il dit, vous allez vous occupez des vaches, mais faudrait que ça s'arrête, et faudrait les rendre à leurs propriétaires. Il n'y a pas de problème, on les rend aux propriétaires. Il n'y a pas de circulation de train, il n'y a pas de circulation de camions. Donc, si les messieurs veulent faire partir leurs vaches comme on faisait aux transhumances à pied sur les routes, pas de problème. Mais s'ils veulent aussi, on les leur garde. Vétérinaire, porter à manger, traire les animaux. Il dit non. Nous sommes admiratifs devant des travailleurs du chemin de fer qui s'occupaient de vaches comme ça. D'ailleurs, gardez-les. En attendant, gardez le lait et voyez si ça peut pas soit utile à quelque chose. Et les autres, ils avaient la tranche en biais, et on a gardé. À la fin de la grève, quand on a remis les animaux à leurs propriétaires, on a reçu les félicitations. Les copains qui s'en sont occupés ont été encensés parce que on a rendu, comme tous les équipements qu'on a rendus. La grève se poursuit. Le gouvernement Pompidou ne veut toujours pas négocier. Ce sont tout de même 8 millions de travailleurs qui sont en grève et occupent leur lieu de travail. Et parmi eux, 5000 cheminots, rien qu'à Marseille. En face, les factieux ne supportent pas ce que nommera De Gaulle la chienlit. Des tentatives pour briser les piquets de grève sont monnaie courante. Cela va même jusqu'au plasticage et tir à balles réelles. On avait nos tours de rôle, les 3-8, on montait la garde et on était bien. Jusqu'à un moment où ça s'est un petit peu tendu, quand il y a eu effectivement des interventions de nervis qui sont dans d'autres lieux, mais à Blancarde, et puis à Prado aussi, puisque sur l'avenue de la Capelette, en face de l'atelier, il y avait le siège du Parti communiste local, et qui a été plastiqué un soir. Donc il y a eu un plasticage, et puis il y a eu des voitures, effectivement, dont une DS noire qui a patrouillé. Et moi, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais les camarades qui étaient de garde, et notamment sur le pont de l'avenue de la Capelette, là, ça a tiré. On a été agressés plusieurs fois, nous. Ah. Il y avait des voitures. Une nuit, on a été... C'est des voitures ils sont passées devant la Générale Sucrière. C'est la Générale Sucrière. Ils ont tiré des coups de rafale de mitraillette. Et nous, on avait des gens, des copains qui faisaient, qui étaient de garde derrière les portes qui étaient fermées de la gare d'Arenc, du Canet, et boulevard du Capitaine Gèze, il y avait notre entrée, la gare, et en face il y avait l'huilerie. Et là ils sont passés, ils ont balayé. Heureusement qu'on a été avertis, qu'on a pu se planter. Pendant la plupart du temps, il y a eu comme dans l'état d'esprit qu'on allait être attaqué, qu'on allait être submergé. Par exemple, un soir, quelqu'un rapporte que les flics allaient conduire les trains. Le comité de grève, ça paraît puéril de dire ça aujourd'hui, le comité de grève le matin me charge, puisque j'avais fait des stages à Marseille et je connaissais les locomotives qui venaient d'arriver, de les mettre toutes en panne. Donc, je les ai mises toutes en panne. Oh, j'ai ramassé les clés, je les ai portées chez moi. Ah, c'était tendu, oui. Ouais, là, c'était tendu.
c'était tendu parce que, oui, parce qu'on avait affaire à cette époque-là qu'on ne le connaît pas, parce qu'après on l'a vu. Enfin, mais je peux dire, ça n'a plus rien à voir avec le moment de grève, mais quand, puisque le moment de grève s'est terminé, mais en mai-juin, on était un petit peu sur une campagne électorale par rapport à, puisque l'Assemblée nationale avait été dissoute par De Gaulle, et la droite, ils s'étaient mobilisés pour casser les syndicalistes, hein, tout simplement, hein. Donc, y compris avant, on le ressentait, surtout à Blanquarde. On vient de l'entendre, la détermination des grévistes l'emportera. Mais entre deux provocations, le quotidien a repris le dessus. Le comité de coordination avait réussi à imposer à la direction de la SNCF de verser un acompte sur salaire, pour les grévistes comme pour les non-grévistes. Et il y a eu un accord avec la SNCF, hein, et on est venu, il y a eu les services de la SNCF sont venus porter de l'argent, sont restés là pour contrôler, et il y a eu une avance, un acompte qui a été payé à tous les agents, voilà. Et à ce moment-là, on a eu, alors par bouche à oreille, ceux qui n'étaient pas grévistes, l'ont entendu, sont venus aussi pour se faire payer. Et on leur a dit, s'il en reste, on vous payera. Et bon, c'était prévu qu'il en reste, ils sont venus, mais pour bien faire marquer la différence, ils n'ont pas été payés dans l'atelier, ils ont été payés, je crois que c'est la rue du Laser qui était derrière, par une fenêtre qui donnait dans l'infirmerie. À travers la grille, là, on les a payés là, pour marquer la différence, quoi. C'est le paiement, alors, la compte de la paye. Alors là, moi, ça m'a un petit peu, ça m'a fait un petit quelque chose. Parce que bon, les grévistes ont eu leur acompte, mais les non-grévistes, on était obligés de les canaliser. Et là, de l'entrée d'abeille à la caisse principale, puisque le paiement se faisait à la caisse principale, et on avait mis des barrières. Donc, vulgairement, on se retrouvait chacun d'un côté de la barrière. Et ça, alors j'avais des collègues qui étaient grévistes, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas grévistes. Voilà, mais bon, ça s'est bien passé, mais ils étaient penauds quand même. Ouais. Surtout qu'après, ils ont eu les jours de grève payés, quoi. Ça l'avoir fait. C'était un dimanche. Le paiement d'une avance de 50 à 100 francs aux plus nécessiteux. Les fonds de la gare Saint-Charles avaient été récupérés. Ils s'élevaient à 65 000 francs entre Saint-Charles, le dépôt et le dépôt de Blanquarde. Pour la circonstance, les camarades grévistes de la surveillance générale avaient repris du service et assuré la surveillance des fonds. Et l'on assista à de multiples scènes de solidarité, tels ces camarades pourtant désargentés depuis quelques jours, qui viennent chercher leur acompte pour le remettre aux chargés de famille dont la situation financière est plus dure que la leur, ou ces autres qui ne veulent pas trop prendre pour que tous les copains soient servis. Le principal problème durant ces jours de mobilisation a été le ravitaillement en essence, et notamment pour ceux qui tenaient les piquets. Si dans les premiers jours, les stocks en gare de Saint-Charles ont permis une certaine autonomie, rapidement, il a fallu trouver une solution globale. Les cheminots sont chargés d'aller traiter avec les raffineurs. Il n'y a que les chefs qui chapeautaient les raffineries. Et c'était non, je vous donne pas, non, je vous donne pas, je ne vous donne pas. Et la CGT, tu me donnes pas, mais nous non plus, on va pas te donner, on te donne pas ton entreprise, et c'est arrêté, d'accord? Alors, ou tu discutes, ou ça se passe différemment. Et ça s'est passé comme ça. Mais là, on s'est trouvé en but avec ceux qui ne voulaient pas approvisionner. Alors, il a fallu que le comité central de grève aille discuter parce qu'il y avait des besoins. Alors, et on l'a fait, hein, servir en priorité les hôpitaux, servir les pompiers, servir les toubibs. Et pour ça, il fallait que n'importe où il y avait, il pouvait y avoir des pompes. On avait un copain délégué, un copain militant aussi. Il avait une Jaguar et on allait faire le plein d'essence à Marignane. Oui, à Marignane, oui. À Marignane, on allait chercher de l'essence.
pour le distribuer un peu à tout le monde, à ceux qui habitaient loin, etc. Alors, comme lui, il avait un réservoir qui faisait 73 litres, on allait avec la Jean-Gareux chercher de l'essence. Et les grévistes de la, je sais plus si c'était la Shell ou je sais plus quoi, ils me regardaient arriver avec une Jaguar, tu vois, pour faire de l'essence. On discute beaucoup déjà, hein, et puis on s'organise parce que bon, pour faire la bouffe, hein, il faut recevoir les solidarités. On a vu les solidarités des paysans, par exemple, qui sont venus nous apporter des légumes en particulier, parce qu'au mois de mai, il y a peu de fruits, quoi. Mais il y a eu une sorte de solidarité, effectivement, parce que assez souvent on allait, je sais pas comment le dire, sur les marchés, sur le marché des Chartres, où on appelait quoi que ce soit, on partait, on désignait des copains qui allaient et distribuer ça, qu'on expliquait notre mouvement, et c'est vrai que finalement il y a une certaine solidarité des gens par rapport au mouvement de grève. Pour des gens qui étaient extérieurs au chemin de fer ou extérieurs des gens qu'on rencontrait sur le marché. Voilà. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes à cette époque-là étaient touchées parce que beaucoup d'entreprises étaient en grève aussi, que le veulent pas. Mais bon, il y avait une certaine solidarité et pas simplement qu'au chemin de fer, mais quand même aussi extérieur. Cette solidarité a eu plusieurs visages. Tout d'abord pour l'essence. Elle n'était distribuée que pour celles et ceux qui tenaient les piquets. 1 litre pour les mobylettes, 10 litres pour les voitures, et il l'achetait 1 franc le litre. Cette solidarité se traduira aussi par des petits gestes, comme cette retraitée cheminote venue en gare Saint-Charles apporter 2 paquets de café, lesquels, une fois vides, seront épinglés au panneau d'affichage de Saint-Charles fond de gare. Les cheminots estiment très tôt que seuls ils ne pèseront pas. Même si les grandes entreprises sont aussi en grève, il s'agit aussi d'impliquer les petites et moyennes entreprises qui entourent leur établissement. Dès le départ, on se donne une mission, c'est d'aller convaincre les autres établissements autour du dépôt pour partir en grève avec occupation. Et donc, on se porte à la cartonnerie, rue Saint-Jean-du-Désert, et on réunit, on demande aux salariés de se réunir, et on leur explique la raison de son mouvement, de notre mouvement, mais aussi d'autres, puisqu'il y avait d'autres établissements en grève. On les convainc de partir en grève avec occupation, et ils obtiendront leur section syndicale, alors que la CGT n'y était pas du tout représentée. C'est le cas aussi de Vitarex. Vitarex est une entreprise de textile de femmes au boulevard Bresson, où là ça fait pareil, on va discuter avec le personnel et ils partiront en grève avec occupation et obtiendront la satisfaction, eux d'ailleurs, de beaucoup plus de revendications que nous. On faisait le tour des petites entreprises qui se trouvaient autour de nous, et juste en face du dépôt, il y avait une entreprise de bâtiments et travaux publics, il y avait 500 camions dedans, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et alors on a décidé un matin, au moment de la reprise, d'aller les rencontrer. Alors je me souviens, parce que ça c'est vraiment épique, on était tous de l'autre côté de la rue, et au fur et à mesure qu'ils rentraient, on les interpellait comme ça. Et la plupart du temps, ils avançaient. Sauf que un ou deux ont tourné la tête un moment, ils se sont approchés pour dialoguer avec nous. Et donc on a dialogué avec ces deux-là, ils sont rentrés, ils ont dialogué avec d'autres, et on a vu arriver le patron, et le patron qui les haranguait, qui les secouait, et là on en a vu sortir une centaine qui sont venus, on a fondé un syndicat là sur la route là, et on les a menés à l'UD pour qu'ils prennent leur carte et qu'ils s'inscrivent en tant que syndicat. Une grève qui a pesé sur les cheminots, avec une abnégation sans faille de beaucoup qui n'ont pas hésité à se mettre au service du mouvement. Être chez moi depuis du début jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, on avait mis le petit chez les grands-parents, et ma femme était intercolbert, elle faisait pareil. Elle a occupé aussi le centre Colbert en tant que responsable syndical. Et donc, on s'est vu qu'à la reprise du travail. Après les difficultés qu'on a pu avoir
dans les familles, je pense, ma femme, moi, travaillait au chèque postaux, elle était gréviste comme moi. On avait un petit de 2 ans, j'avais 23 ans. C'était raide, mais on a tenu le coup, quoi. Et on mangeait les patates tous les jours, hein. Vendredi 24 mai au 7e jour de grève, alors que de partout en France les grèves sur le tas s'intensifient, on dénombre 8 à 10 millions de grévistes, que Marseille est une ville sans vie, un communiqué du Premier ministre est diffusé en fin de matinée et qui appelle les syndicats à la négociation le samedi 25 mai. La CGT et la CFDT sont d'accord. Le CNPF précise toutefois qu'il ne peut que confirmer son hostilité à l'égard de toute réforme qui serait de nature à paralyser la gestion des entreprises, les mettant ainsi hors d'état d'affronter leur concurrence. Le lundi 27 mai, les syndicats, le patronat et le gouvernement se quittent sur un constat où le SMIC est augmenté de 35%, où le droit syndical est reconnu au sein de l'entreprise, où est aussi actée la baisse des horaires de travail. C'est qu'il n'y a pas d'accord de Grenelle, ça n'existe pas. Il y a un relevé de conclusion qui n'a été signé par personne, ni par le gouvernement, ni par les patrons, ni par les organisations syndicales. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est qu'ensuite on aille discuter dans les entreprises. La CGT interpelle donc ces fédérations. Elles sont toutes unanimes. On continue. Et on négocie en local ou par branche. La grève se prolongera chez les cheminots jusqu'au mercredi 4 juin. Au petit matin de ce jour-là, les discussions entre les fédérations de cheminots et le ministère des Transports sont terminées. Et pour la SNCF, ça a été discuté dans l'entreprise et évidemment avec le ministère du Transport. Et on obtient dans ces discussions des avancées importantes au niveau des conditions de cheminots et surtout des promesses sur la renégociation des conditions de travail, le règlement P4 à la SNCF, P4S pour les sédentaires, P4R pour les roulants. Je pense que les conditions de reprise par rapport aux acquis je parlais, c'était assez acceptable. Au début des négociations, le patronat, enfin le gouvernement, annonçait 200, 250 millions, enfin les mesures qu'ils entendaient prendre, ça représentait à peu près cette somme. Et au moment de la clôture et de l'appel à la reprise, donc le 4 juin, le 4 ou 5 juin, c'est à peu près l'équivalent d'1,4 milliard. Les résultats sont malgré tout mitigés. Relèvement des salaires en 2 temps, au 1er juin et 1er octobre 1968. La baisse du temps de travail se fera progressivement. Le droit syndical est reconnu. Mais encore aujourd'hui, dans le souvenir des cheminots, les sentiments sont partagés. Il y en a qui trouvaient qu'on n'avait pas eu assez. Donc il y avait quand même un sentiment de vouloir continuer, pour rattraper un peu plus, quoi. Et puis il y a ceux qui étaient bien contents que ça s'arrête aussi. J'étais battu pendant un mois, pour certains, c'était pratiquement pour rien, quoi. C'était un petit peu. Donc il fallait. J'étais partagé, moi. J'étais partagé parce que j'étais un peu resté sur ma faim. Notamment parce que je trouvais que sur la sécurité sociale, on n'était pas allé assez loin. Le mouvement était à la reprise, donc on a bien accepté les choses. Mais c'est dommage parce que on aurait pu pousser pour avoir d'autres acquis. Sur le moment, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il n'y en avait pas eu assez, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais puis après, en bien réfléchissant, on a vu pas mal. On sentait bien qu'il y avait quand même ce manque de perspective politique. Et ça a joué, je crois, énormément. D'ailleurs, on l'a vu au résultat des législatives de juin, où finalement, ça a été un raz-de-marée de la droite. Voilà. Il y a ça. Mais voilà, c'est à peu près. Mais la reprise, elle s'est bien passée. Chez les cheminots, ça fait pas tout à fait le compte, puisque sont beaucoup plus bénéficiaires les autres corporations. Et politiquement, aller jusqu'au bout. À mon avis, très important, c'est tout ce qui 68 a permis de gagner après. Parce qu'après 68, on a eu les actions. Faut pas dire qu'il n'y a pas eu d'action. Après 68, il y a eu encore des journées de grève. Les discussions vont bon train et malgré tout, les cheminots ont le sentiment
que les avancées sont notables, surtout chez les roulants qui voient leur vie au travail réellement améliorée. Les conditions de travail, là, ça a été différent. C'était différent. Parce que de 13 heures d'amplitude, on descendait à 11 heures d'amplitude avec une seule coupure. Et là, ça changeait tout. En faisant comme ça, on avait des moments de repos quand même beaucoup plus importants. Le minimum de repos à la maison, c'était quand même 14 heures. Au lieu d'avoir aussi que 52 repos dans l'année, on est passé tout de suite à 104. Sans compter les repos nuits. Puisqu'on avait un système que si on travaillait entre 0h30 et 4h30 du matin, on avait, je crois, 10 minutes de repos qu'on pouvait cumuler sur un mois. Or, sur un mois, souvent, ça nous faisait 1 à 2 repos. Là, on est tombé finalement à des semaines de 4, 5 jours, des fois même 3. Parce que si on faisait consécutivement des semaines, 2 fois des semaines de 5 jours, il fallait rattraper déjà une demi-journée, etc. Moi, entre ce que j'ai connu avant et ce que j'ai connu après, d'ailleurs ceux de ma génération, ils disaient mais c'est sensationnel quoi, hein, c'est extraordinaire quoi les nouvelles conditions de travail. Et pour les autres cheminots dans les dépôts, aux ateliers, apparaissent aussi de véritables avancées. C'était énorme. 68, les acquis, c'était énorme. Ben, premièrement, on a vu les heures de travail qui avaient diminué, puisqu'on ne travaillait plus qu'un un samedi sur 2, alors qu'avant on travaillait tous les samedis, donc on travaillait un samedi sur 2. Il y avait eu des engagements de prix pour qu'on ne travaille plus du tout le samedi. Il y avait une augmentation de salaire qui était assez importante. Il y a eu quelques jours de congé en plus aussi. Nous avions obtenu pas mal de choses, notamment un accord cadre pour les effets de la modernisation, parce que la grosse crainte qui d'ailleurs s'est manifestée après, c'est que le dépôt de Nice perdait son entretien et devenait un dépôt relais, ce qui veut dire réduction de personnel en pagaille. Et donc c'est ça qui pesait un petit peu dans les consciences de chacun. Mais j'en reste quand même à ce changement d'état d'esprit pour nous dans l'atelier. L'atelier, ça a été fort. Déjà, les rapports hiérarchiques avaient changé. Ça avait totalement changé. Dans les ateliers, c'était le jour et la nuit. Un peu partout en France, dans les Bouches-du-Rhône, les reprises du travail s'accélèrent. La CGT déclare « Les travailleurs prennent leurs décisions en appréciation à leur juste valeur, les reculs imposés au gouvernement et au patronat. » Consulté sur l'ensemble des sites SNCF, il apparaît qu'également les cheminots admettraient les résultats si le paiement des jours de grève était revu en fonction de la volonté des grévistes. Une entrevue avec la direction régionale confirme qu'il n'y aura aucune retenue de salaire. Le directeur régional signe le protocole de reprise qui se fera le jeudi 6 juin. La reprise, reconnaissance des installations. Et bon, on avait un double intérêt. À la fois, c'est parce qu'on avait tenu les installations nickel. C'est notre outil de travail. Et deuxièmement, comme on voulait éviter qu'on nous dise, tiens, voilà, après, il y a ça. Non, c'était nickel. Voilà. Donc, c'est ça. Le patron nous avait dit, quand on a attaqué la grève, à partir de maintenant, c'est vous les maîtres, je vous donne les clés de l'atelier et c'est vous qui vous en occupez, vous êtes responsable de tout. On a tenu à ce que, à la reprise, ça se passe exactement la même chose. Donc, le patron est venu, avec quelques-uns de ses adjoints, ils ont fait le tour de l'atelier pour constater que tout était en ordre, qu'il n'y avait pas eu de casse, rien. Et à ce moment-là, on a eu les mêmes paroles que lui, et nos délégués ont dit, maintenant, on vous rend les clés, c'est à vous. Voilà. Mais avant, il y a quand même eu, alors il y avait eu, pour fêter la fin de la grève, il y avait eu un apéro, il y avait eu un défilé dans l'atelier, voilà, et on a eu le changement de drapeau. On avait levé le drapeau rouge pour mettre le drapeau tricolore. On a repris 2 jours après, mais en demandant à la direction de nous envoyer le chef de division, et qui s'appelait Morel, le chef de division, parce qu'on voulait qu'il nous chante la Marseillaise devant la stèle de Pierre Sémard. Le chef de division est venu avec son béret, on lui a dit d'enlever son béret, de le garder comme ça, et là on lui a fait chanter la Marseillaise. Par chance, il la connaissait, donc il a chanté la Marseillaise, et quand il a vu chanter,
dans grand silence, c'est quand même assez émouvant. On a pris les clés du dépôt et on y a mis sur son béret. Elle a repris une grande assemblée dans le restaurant d'entreprise, avec une réunion assez solennelle quand même, avec les prises de parole. Et finalement, une décision collective bien assumée, quoi. Il n'y a pas eu de quelques prises de parole pour dire, bien sûr, il faudrait continuer, mais non. En ce qui concerne la reprise, le comité de grève vous propose la reprise à 13h15. Voilà. Le comité de grève aussi se mettra par la suite en rapport avec le chef d'atelier. Aucune personne entrera jusqu'à 13h15. Les ateliers, jusqu'à 13h15, nous avons la responsabilité. On se met en rapport avec le chef d'atelier et on fera le tout pour voir que l'atelier est en bon état. Lorsque le constat sera fait, le patron doit nous mettre une décharge. Par conséquent, c'est lui qui prendra l'atelier, avec toute sa responsabilité. Et bien sûr, la cérémonie de remise des clés, restituer l'outil de travail au chef d'établissement pour montrer que tout était en ordre, avec le défilé, le drapeau, la Marseillaise et l'Internationale. Bon, la passation des pouvoirs se fera avec le comité de grève et la direction ce matin dans la matinée, et à 1h15, ce sera le patron qui prendra la responsabilité de l'atelier. Jusqu'à 11h30, c'est encore le comité de grève. D'une part. Alors je demande aux camarades, il va rentrer M. Faure et M. Garrier, qui vont faire la tournée avec nous. D'une part. On a aussi informé, on vous informe que samedi, camarades, on ne travaille pas. Ça prouve que l'action unanime nous permet d'arracher d'autres choses. Oui, camarades, alors je crois que maintenant, vous êtes libres, mais rendez-vous ici à 11h pour fêter l'apéritif de la victoire. Après, donc juin, début des congés, juillet, août, une fréquentation qui était plus importante, avec des gens qui étaient sereins, qui partaient en congé sereins. Voilà, c'est ça, c'était... Parce qu'eux aussi, il y avait eu les augmentations de salaire. Donc, c'était important. Rouge du sang de l'ouvrier, comme dit la chanson. Mais aujourd'hui, ça n'est pas rouge du sang de l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est le rouge éclatant de la victoire, mes camarades. La chose primordiale qui saute aux yeux entre mai 68 et, par exemple, ce que nous avons connu en 2018, c'est la question de l'injustice sociale qui est forte. Le comparatif, c'est aussi se dire que la question de l'unité syndicale était importante et que rien n'est jamais construit d'avance. C'est des choses qui se sont construites. Il y a eu en mai 68, il y a eu de nombreuses luttes qui ont précédé en 67. Il y a eu un programme commun qui a été fait avec les syndicats sur une plateforme revendicative commune. Nous avons en 2018 connu un conflit chez les cheminots important. Et la similitude, elle peut résider en ça, c'est que en début d'année 2018, on ne pouvait pas imaginer avoir le conflit que nous avons connu, puisque le contexte unitaire était compliqué, puisqu'on avait vécu 2014 et 2016 où des organisations syndicales avaient décidé d'accompagner le gouvernement dans les transformations. Et 2018, en début d'année, on n'aurait pas pu jurer de cette mobilisation-là. C'est ensuite à partir du 22 mars où on a appelé à une manifestation unitaire où les organisations syndicales dites réformistes entre guillemets ont rejoint la plateforme commune que la CGT proposait, qui ont construit le mouvement qu'on a connu de 2018, un mouvement historique également, comme en mai 68, c'est un mouvement historique. Alors il n'est pas comparable puisque ça a été une action purement cheminote en 2018, mais 70 ans plus tard. Mais il y a des similitudes dans la construction du mouvement social, comme nous l'avons connu, quoi, grâce à une plateforme revendicative commune également. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim.
passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte.